Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette petite conférence sur la santé sexuelle de la femme. Plus haut, d'accord, parfait. Je ne sais pas jusqu'où je porte et sans déranger les gens. Je m'appelle Samuel Salama, je suis gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction, andrologue et sexologue à l'hôpital américain. Et je voulais remercier Madame Bonvalet-Bérangère, présidente de GPM Kiné, qui m'a proposé de faire cette intervention auprès de vous. Moi, je suis membre du conseil d'administration de l'AUS, l'Association interhospitalo-universitaire de sexologie, membre du comité de santé sexuelle du Collège des gynécologues obstétriciens français et je suis enseignant au diplôme universitaire de sexologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de bien-être vaginal, je vais vous parler aussi du dépistage des IST, je vous parlerai aussi du dépistage organisé en santé publique en France. Tout ça, c'est pour vous donner des outils de quoi pouvoir discuter et répondre avec vos patientes en consultation. Puis je vous ferai un petit rappel sur l'anatomie, la physiologie du plaisir sexuel féminin et on parlera aussi un petit peu des troubles de la sexualité féminine parce que vous êtes des acteurs principaux dans la prise en charge et aussi éventuellement des dépisteurs parce que au travers des discussions, ces femmes peuvent vous en parler et dans ces cas-là, vous pouvez vous intégrer dans un réseau pour pouvoir les orienter comme il faut. Donc tout d'abord, je vous parle du concept de santé sexuelle. C'est Willy Pasini et Giorgio Abrahams qui, dans les années 70, ont introduit cette notion de la santé sexuelle auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Ça n'a pas eu un gros buzz à l'époque, ça n'a pas forcément bien marché, mais ça a fait son chemin et aujourd'hui, on y est arrivé. Aujourd'hui, la santé sexuelle est reconnue comme faisant vraiment partie de la santé et du bien-être. Et donc l'OMS, après avoir plusieurs fois redéfini le concept, arrive aujourd'hui à la notion de droit sexuel, faisant suite à la santé sexuelle qui est un état de bien-être physique, mental, social. Dans le domaine de la sexualité, elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir, c'est important, sans risque, libre de toute coercition, discrimination et de violence. Et ça, c'est pas le cas partout dans le monde. Aujourd'hui en France, le ministère de la Santé a travaillé sur le sujet, sur différents axes, notamment le dépistage des IST, notamment le planning familial, la contraception, les interruptions volontaires de grossesse, mais aussi sur la liberté de toutes les formes de sexualité dans le respect et dans le consentement. A été mis en place en 2017 un plan de santé sexuelle qui accompagne jusqu'en 2030 et on est sur le troisième volet, la mise en place du troisième volet. Donc c'est la stratégie nationale en santé sexuelle. Il y a aussi une journée mondiale de la santé sexuelle qui était il y a 15 jours. Donc c'est le 4 septembre. Et donc c'est une journée où il y a vraiment des actions qui sont en œuvre pour promouvoir le bien-être, la santé sexuelle, qui s'intègre donc complètement dans le concept de santé au sens large. Parlons un petit peu du vagin et du bien-être vaginal. Le vagin, comme vous le savez, c'est un organe féminin, tubulaire, qui va de la vulve jusqu'au col de l'utérus. Il est composé d'une muqueuse et d'une musculature. Il est impliqué dans l'accouplement, dans le rapport sexuel et dans l'accouchement. Dans l'accouchement, il est capable de s'étirer pour laisser passer le bébé. Donc petit couronnement, grand couronnement et naissance de l'enfant. Il est capable d'un grand étirement. Et dans le rapport sexuel, il est capable de permettre la pénétration du pénis pour une pénétration passive, mais aussi de se contracter autour du pénis pour avoir une circlusion et avoir un rapport sexuel plus actif du côté féminin. Je remercie mon ami Antoine Fex, qui était un des premiers à avoir réalisé les IRM pendant le rapport sexuel, en missionnaire et en levrette. Alors, ce n'était pas tout à fait de la levrette parce que ça ne rentre pas dans l'IRM, mais c'était imbriqué. Allez, petite question. La lubrification féminine, est-ce que vous savez d'où ça vient ? Est-ce que vous savez comment ça marche, la lubrification ? Il n'y a pas de glande. Alors oui, ça vient de la tête, c'est l'excitation dans la tête, mais comment ça se traduit au niveau du vagin ? Qu'est-ce qui fait que le vagin devient humide en période d'excitation ? En fait, il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve de mouille, il n'y a pas de glande à proprement parler. L'excitation sexuelle, que ce soit chez l'homme et chez la femme, c'est un afflux de sang dans le petit bassin. Chez l'homme, ça remplit les corps caverneux, ça fait monter l'érection. Chez la femme, ça va créer en fait une hyperpression au niveau des capillaires.
au niveau des capillaires sanguins, il y a une hyperpression et le plasma venant du sang va sortir dans les capillaires et va aller autour des cellules vaginales qui vont le capter, le modifier un petit peu et le sécréter. Donc en fait, c'est l'ensemble du vagin qui va sécréter la lubrification. Il n'y a pas de réserve, c'est quelque chose qui est fait en continu tout au long de l'excitation. Chez une femme jeune, à 20 ans, avec une bonne imprégnation œstrogénique, des artères de bonne qualité, en quelques secondes, elle va lubrifier l'ensemble de son vagin. En post-ménopause, avec des artères de moins bonne qualité et surtout une carence œstrogénique, ça va mettre beaucoup plus longtemps. Voire parfois, ça ne va pas venir. Parce que, oui, les hormones, c'est quelque chose d'important. Là, vous avez un petit peu le schéma de la représentation des œstrogènes, parce que c'est l'hormone importante au niveau vaginal, tout au long de la vie de la femme. La mise en route à partir du réveil pubertaire à l'adolescence, la sécrétion cyclique pendant la vie active de la femme, et puis la carence œstrogénique qui survient à partir de 50 ans à la ménopause. C'est ce que je viens de vous dire. Ces œstrogènes participent en fait à la sécrétion du mucus vaginal qui est riche en glycogène. Et ce glycogène va permettre en fait le développement des lactobacilles. Les lactobacilles, c'est des germes bienfaiteurs qui colonisent l'ensemble du vagin à partir de la puberté. Ces lactobacilles vont permettre en fait de dégrader le glycogène en acide lactique, de créer un pH vaginal propice au développement des lactobacilles et hostile au développement des bactéries pathogènes. Donc, les lactobacilles limitent l'expansion des bactéries qui sont inconfortables pour le vagin, limitent l'adhésion de ces bactéries et limitent leur croissance. Donc, globalement, c'est bien d'avoir une colonisation du vagin par les bons lactobacilles. Lors d'un prélèvement vaginal chez une femme, on va avoir deux informations importantes. La présence des germes pathogènes, on va les voir juste après, mais surtout la colonisation du vagin avec le score du Nugent pour voir si on a une flore normale de lactobacilles qu'on appelle la flore de Doederlin. Et si cette flore elle n'est pas équilibrée, c'est propice à avoir pas mal d'infections, notamment les mycoses, les vaginoses, éventuellement les cystites. Et c'est aussi un élément qui favorise la persistance du papillomavirus. Je vous en reparle aussi après, mais un vagin bien équilibré permet la clairance du papillomavirus beaucoup plus facilement que si on n'a pas les bons lactobacilles. Donc qu'est-ce qui peut déstabiliser la flore vaginale ? Il y a l'immunodépression, il y a la corticothérapie au long cours, le diabète, l'antibiothérapie, quand vous prenez des antibiotiques pour une angine, ça va tuer les mauvais germes de l'angine, mais ça va aussi déstabiliser la flore vaginale, et donc c'est pas rare qu'il y ait une mycose qui suive. La sexualité un petit peu rock'n'roll, c'est une petite question bonus. Est-ce que vous savez quelle est la durée moyenne de pénétration au cours d'un rapport sexuel classique en France ? Entre 6 et 9 minutes. Donc il y a des femmes qui ont des sexualités un petit peu plus sport, un petit peu plus rock'n'roll et encore plus avec des préservatifs. Et donc la flore vaginale, là-dessus, elle va être déstabilisée. Et donc forcément, elles vont s'attraper des infections. Ce n'est pas à cause du partenaire, c'est juste la pratique sexuelle qui n'est pas adaptée forcément au vagin. La présence d'ODST, la ménopause, avec la carence œstrogénique, la grossesse, les stérilés au cuivre, la contraception progestative. Encore une fois, il faut un équilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Et quand on donne une contraception en progestérone, ça va déséquilibrer aussi possiblement la flore vaginale. L'excès d'hygiène, donc le manque d'hygiène, c'est pas top, mais l'excès d'hygiène non plus, c'est pas bien. Je vois des femmes en consultation qui font « Mais docteur, je comprends pas pourquoi j'ai des mycoses à chaque fois. Je me lave 3 fois par jour, même à l'intérieur. » Non, il faut pas se laver à l'intérieur. Le vagin, il a la fonction auto-wash. Il est capable de se nettoyer tout seul. Il faut juste nettoyer à l'extérieur. D'accord ? Donc 1 fois par jour, 2 fois par jour, mais pas plus, et surtout pas le Karcher vaginal. Les sous-vêtements trop serrés ou en synthétique, les vêtements trop serrés, et puis aussi le port de protection. Il y a des femmes qui, 28 jours dans le cycle, vont porter une protection menstruelle pour protéger. C'est pas top. Ça empêche la vulve de respirer, ça favorise la macération, ça déséquilibre la flore. Et donc une flore déséquilibrée, c'est de l'inconfort vaginal, c'est des mycoses à répétition, c'est des vaginoses à répétition, et c'est la persistance de l'HPV. Alors, juste bien faire la différence entre la mycose et la vaginose. La mycose, c'est un candida albicans. Ça va entraîner une vulvite inflammatoire, c'est rouge, ça brûle, ça gratte, et il y a des pertes blanches avec un aspect de lait caillé.
Ça va se traiter avec de l'éconazole et ça guérit très bien. Mais toujours penser sur le prélèvement, si la flore est déstabilisée, à rajouter des probiotiques pour rééquilibrer. À l'opposé, la vaginose, c'est à base de Gardnerella vaginalis ou d'autres germes anaérobies qui, elle, va être peu symptomatique. Il va y avoir des pertes spumeuses, aérées, grisâtres. Et puis, ça sent mauvais. Ça sent la poissonnerie, clairement. Les patientes, elles le disent. C'est désagréable. Un vagin, c'est pas censé sentir, ou en tout cas, c'est pas censé sentir mauvais. Donc dans ces cas-là, il faut faire le prélèvement vaginal et traiter. Et là, c'est plutôt avec du Flagyl ou du Secnol qui permet en une prise d'éliminer complètement le Gardnerella. Mais encore une fois, il faut penser à reconstituer la flore. Donc les probiotiques, c'est important. Dans les situations qui peuvent amener un déséquilibre de la flore, c'est le meilleur élément pour pouvoir garder un bien-être et un confort vaginal et éviter les infections, en plus de l'hygiène de vie. Un vagin qui va bien, ça permet d'avoir une sexualité épanouie. Mais une sexualité épanouie, elle n'est pas sans risque. Et donc aujourd'hui, on recommande l'utilisation de moyens de protection, tels que le préservatif, pour éviter d'attraper des IST. Dans les IST, vous le savez, il y en a de deux types. Il y a les locales, qui vont se passer au niveau de la sphère génitale, notamment la syphilis, le gonocoque, le chlamydia, l'herpès, le papillomavirus. Et puis après, il y a des IST qui n'ont aucun impact au niveau vaginal, au niveau vulvaire, mais qui ont un effet général, que vont être l'hépatite B ou le sida. Les modes de contamination, vous les connaissez, je ne reviens pas dessus, mais je vous rappelle donc aujourd'hui que l'HAS recommande depuis 2018 de pratiquer systématiquement à toutes les femmes entre 15 et 25 ans un prélèvement vaginal tous les ans pour dépister le portage du chlamydia, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas symptomatiques, elles n'ont aucune gêne, mais elles sont porteuses du chlamydia qui, soit elles le transmettent à leur partenaire, soit il va remonter et entraîner possiblement une infection génitale haute type salpingite qui risque d'abîmer les trompes, de boucher les trompes, d'entraîner une infertilité ou d'augmenter le risque de grossesse extra-utérine. Donc toutes les femmes, à partir de 15 ans jusqu'à 25 ans, à partir du moment où elles sont sexuellement actives, on peut leur proposer un dépistage tous les ans du chlamydia. On peut le proposer aussi aux femmes de plus de 25 ans qui ont des facteurs de risque. On peut le proposer aussi à tous les hommes à partir du moment où ils ont des facteurs de risque. Et puis à toutes les femmes qui viennent faire une IVG. Les facteurs de risque, c'est le multipartenariat, plus de 2 partenaires dans l'année, c'est l'antécédent d'infection sexuellement transmissible, c'est le partenaire dépisté avec une infection sexuellement transmissible, c'est un nouveau partenaire, c'est des situations de prostitution ou de viol. D'accord ? Donc globalement, ça fait beaucoup de monde qui peut être éligible à cette proposition de dépistage. Le dépistage, il peut être ensuite sur facteur de risque, sur une sexualité à risque, le préservatif a craqué, ou j'ai une sexualité plutôt open-minded, ouverte, avec du libertinage et autres. C'est bien de s'auto-dépister régulièrement avec un prélèvement vaginal, gonocoque, chlamydia, mycoplasme génitalium et les sérologies, sida, hépatite, syphilis. C'est toujours une bonne chose de savoir où est-ce qu'on en est, qu'il y ait eu risque ou pas risque. Et puis, rappeler le port systématique du préservatif. Aujourd'hui, clairement, ça diminue. L'usage du préservatif chez les jeunes est en baisse. Et puis, on retire le préservatif. On l'a fait 1, 2, 3 fois. On a mis le préservatif. C'est un peu chiant. Les sensations sont moins bonnes. On le retire sans même avoir fait les tests de dépistage. Donc aujourd'hui, encore une fois, insister là-dessus. L'épidémie de sida, d'hépatite n'est pas finie. Elle est toujours là. Et donc, continuer à rester vigilant là-dessus. Et puis, il y a la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, qui, dans certains milieux, dans certains couples, peut être utile, où on prend des médicaments thérapeutiques, stabilisateurs du VIH, mais on les prend avant pour limiter le risque d'infection. Bon, c'est contraignant, il faut le prendre longtemps avant, c'est pas sans effet secondaire, donc c'est pas ouvert forcément à tout le monde. Je voudrais aussi vous parler du dépistage organisé. Aujourd'hui, en France, il y a le dépistage de 3 cancers, qui est plutôt bien organisé et qui ont un trait direct avec la sexualité. Donc il faut pouvoir parler et faire des rappels auprès des patientes. Tout d'abord, le dépistage des dysplasies cervicales. C'est les états précancéreux qu'il y a au niveau du col. C'est lié à un virus, toujours, le papillomavirus. C'est le premier cancer viro-induit, où il y a un virus qui va entraîner des anomalies qui, à long terme,
peuvent entraîner un cancer. J'ai bien dit long terme. Les patientes qui ont des cancers du col de l'utérus, c'est des patientes qui n'ont pas vu de gynécologue depuis 10 ans. Donc à partir du moment où on rentre dans le dépistage, on est capable de dépister ces états précancéreux, qui sont juste des anomalies cutanéo-muqueuses au niveau du col, et qui permettent de les traiter bien avant l'apparition d'un cancer. Et ce n'est pas du tout la même ambiance. Le dépistage, la patiente, normalement, est censée recevoir chez elle une invitation au dépistage. Elle peut ensuite aller chez son médecin généraliste, chez son gynéco, chez la sage-femme, pour faire un frottis. Ça commence à partir de 25 ans. C'est inutile de commencer le dépistage avant. Encore une fois, on est sur des maladies qui sont très très lentes. Okay, donc ça ne sert à rien. Chez les femmes de moins de 25 ans, on va trouver beaucoup de patientes qui vont être positives à l'HPV, qui vont avoir des débuts d'anomalies et elles vont en guérir toutes seules. Parce qu'encore une fois, le problème, ce n'est pas d'avoir l'HPV, le problème, c'est de le garder. Donc les femmes vont chez le médecin, la sage-femme, font le prélèvement, c'est envoyé en analyse, et puis si c'est positif, il va falloir aller plus loin. Chez les jeunes femmes, à partir de 25 ans et jusqu'à 30 ans, on fait une cytologie. On va regarder les cellules, regarder si les cellules sont anormales. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, on est rassuré. Si les cellules sont anormales, dans ces cas-là, il va falloir faire une colposcopie. Chez les femmes, à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans, on va leur proposer un test HPV. Le test HPV, c'est de rechercher les HPV oncogènes qui ont le potentiel d'entraîner des cancers. Il y a plein de HPV. Toute femme qui a une vie sexuelle est en contact avec des HPV. Il y en a plus de 200 types. Il y en a 180 qui ne donnent rien. Il y en a 2, le 6 et le 11, qui peuvent donner des verrues, les condylomes. Et puis, il y en a une petite quinzaine qui peuvent donner ces cancers. Et notamment le 16 et le 18, qui sont les plus agressifs et les plus méchants. Donc, on fait le prélèvement. Si l'HPV est négatif, la patiente est tranquille pendant 5 ans. Ça ne sert à rien de le refaire avant. Il va falloir qu'elle ait un nouveau partenaire, qu'elle chope le papillomavirus, qu'elle n'en guérisse pas, qu'il rentre dans les cellules, qu'il entraîne des anomalies et qu'on le dépiste. Donc on est sur quelque chose de très 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 lent. Ce n'est pas la peine de se mettre la pression là-dessus. Par contre, si le papillomavirus est positif, dans ces cas-là, on regarde les cellules qui ont été prélevées sur le même prélèvement pour savoir où est-ce qu'on en est de l'atteinte. Si on a des cellules atteintes, quel que soit l'âge de la patiente, on va lui proposer une colposcopie. La colposcopie, c'est le fait de regarder le col à gros grossissement. On va mettre une grosse loupe, on va mettre des colorants, et puis si on a des anomalies de coloration dessus, on va faire la biopsie. Le dogme, c'est de savoir que le frottis donne une alerte, la colposcopie localise, et la biopsie va donner le diagnostic, va donner le diagnostic d'atteinte. D'accord ? Donc, si on a une atteinte légère avec un CIN1, on surveille. Si on a une atteinte plus sévère avec un CIN2 ou 3, et vous voyez, en fait, c'est le degré d'invasion de la muqueuse, et dans ces cas-là, il va falloir envisager de faire une conisation. La conisation, c'est le fait d'aller découper un petit bout de col. C'est pas grave, c'est pas dangereux, ça se fait en ambulatoire, et ça permet de régler le problème et d'éviter de se retrouver quelques années plus tard avec un véritable cancer du col, où là, c'est une autre ambiance, puisqu'il faut retirer l'utérus, les ovaires, faire de la chimiothérapie, radiothérapie, et altérer grandement, 1, les possibilités de grossesse, ça survient chez des femmes jeunes, et 2, la qualité de vie, parce qu'il peut y avoir des conséquences au niveau de la vessie ou du rectum. Donc le dépistage, c'est quelque chose d'important, et ça permet de dépister avant l'apparition de la maladie, le cancer à proprement parler, au stade de dysplasie. Et pour en éviter d'en arriver là, aujourd'hui, il y a des vaccins. Aujourd'hui, le vaccin, c'est le Gardasil 9. Il est efficace contre 9 sérotypes de papillomavirus, dont le 6 et le 11 qui évitent les condylomes, et puis ceux qui vont donner les plus fréquemment les anomalies au niveau du col. D'accord ? Cette vaccination, elle est proposée aux jeunes filles entre 11 et 14 ans, avec 2 injections. On peut faire un rattrapage entre 15 et 19 ans en faisant 3 injections, et au-dessus de 19 ans sur certains terrains avec des facteurs de risque. On vaccine les garçons et les filles. Pendant longtemps, en France, on n'a proposé que les filles. Et par souci d'équité, parce qu'il y a quand même un tiers des cancers qui sont viraux-induits qui arrivent chez les garçons, notamment au niveau ORL et au niveau anal. Donc en vaccinant les garçons, on les protège de ces cancers et on augmente aussi la protection du risque chez les femmes. L'Australie, la Nouvelle-Zélande ont 80% de couverture vaccinale chez les jeunes. Ils ont éradiqué les condylomes, ils ont éradiqué les dysplasies de bas grade et ils ont quasiment plus de cancer.
D'accord ? Donc aujourd'hui, il faut promouvoir et se battre pour cette vaccination. Et le vaccin, clairement, après plusieurs centaines de millions de doses injectées dans le monde, il n'y a pas d'effet secondaire notable. Mis à part une douleur ou une rougeur au point d'injection, possiblement une fièvre, et puis sur un cas sur 500 000, je crois, il y a des réactions allergiques sévères. C'est quand même plutôt rare. L'autre cancer qui est organisé aujourd'hui dans le dépistage, c'est le cancer du sein. Alors le cancer du sein, c'est différent du cancer du col, puisque là, en fait, on va repérer un cancer précoce. D'accord ? Donc on est déjà sur la maladie. On ne peut pas dépister les états précancéreux. Donc on propose aux femmes, à partir de 50 ans, tous les 2 ans, une mammographie et une échographie pour regarder ce qui se passe dans le sein jusqu'à 74 ans. Ça, c'est les recommandations françaises. Il faut savoir qu'en Europe, la moyenne d'âge pour débuter le dépistage, c'est 45 ans, et aux États-Unis, c'est 40 ans. 80% des cancers du sein ont lieu après 50 ans, mais 20%, c'est quand même avant. Et puis, avoir un cancer du sein à 40 ans, c'est un peu un drame. Donc, il faut être plutôt cool sur le dépistage. Et s'il y a des antécédents familiaux, s'il y a du stress, s'il y a de l'angoisse, pas hésiter à proposer le dépistage plus tôt. Peut-être pas le faire tous les 2 ans, mais voilà, savoir démarrer un petit peu plus tôt, ça peut être intéressant. Donc la patiente va chez le radiologue et puis il y a une mammographie où on va regarder le sein avec des rayons X. On va compléter éventuellement avec une écho. Et en fonction des anomalies visualisées, on va classer les anomalies selon la classification BIRADS de l'American College of Radiology. Si on a une mammographie ACR1, elle est normale. S'il y a ACR2, c'est qu'elle est avec des anomalies mais qui sont typiquement bénignes. On ne fait rien de plus. ACR3, il y a un petit quelque chose, c'est probablement bénin, mais je n'ai pas tous les critères de réassurance. On va recontrôler 3 mois plus tard. BIRADS 4, c'est suspect. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On va faire une biopsie. Et BIRADS 5, ça a tous les critères d'un cancer. Il faut faire une biopsie pour avoir une preuve histologique et donc pouvoir aller plus loin et proposer une prise en charge à la patiente. Et puis l'autre dépistage organisé en France, toujours dans du bien-être sexuel, c'est le cancer du côlon. À partir de 50 ans, femmes, hommes, on peut proposer un hémoculte, c'est-à-dire rechercher un petit peu de sang dans les selles. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, ça veut juste dire qu'il faut aller voir plus loin et faire une coloscopie. Sur la coloscopie, on peut trouver un polype bénin, c'est pas grave, mais parfois ça peut être le début d'un cancer. Donc, plutôt à recommander. Donc retenez ces 3 stratégies de dépistage organisées en France, c'est plutôt bien fait. Ça manque peut-être un petit peu d'adhésion au niveau des patientes et des patients. Cancer du sein, cancer du col, cancer du côlon. Voilà, là on a fini un petit peu la partie médicale lourde. On va faire un truc un petit peu... Oui. Alors on fait les questions tout de suite. J'ai une question par rapport aux femmes qui se sont fait vacciner du papillomavirus. Est-ce qu'elles sont aussi contrôlées que les autres qui ne sont pas vaccinées ? C'est une très bonne question, je te remercie d'avoir posé. Oui, il faut continuer, ça ne dispense pas de la surveillance. Ça va